Merci beaucoup, Anastasia, de t'être déplacée de l'île du Prince-Édouard ce matin pour être avec nous et certainement pour tes bons mots aussi. Le moment est venu pour moi de céder la parole au commissaire aux langues officielles, M. Raymond Théberge. Mais avant, permettez-moi de lui offrir quelques mots de gratitude. Monsieur Théberge, you will soon be stepping down, or so we think. We should be. We've heard that you might be stepping down soon. So this may be the last time we welcome you to our region to meet with community organizations. Vous avez été, M. Théberge, un ardent défenseur des droits des communautés anglophones et francophones en situation minoritaire au Canada. Vous l'avez d'ailleurs souvent dit, la loi sur les langues officielles n'existerait pas si ce n'était pas des communautés. Et ces communautés, elles contribuent à dynamiser les régions de partout au pays. Vous n'avez jamais ménagé vos efforts pour être à l'écoute des intervenants communautaires. Vous avez toujours témoigné un grand respect aux organismes qui travaillent d'arrache-pied pour faire progresser leur communauté. Sachez que cela n'est jamais passé inaperçu. I believe I can speak on behalf of the communities and the colleagues at the Office of the Commissioner in saying how grateful we are for your unwavering commitment to promoting language rights throughout your mandate. Merci beaucoup, Monsieur le Commissaire. Je vous cède maintenant la parole. Bonjour, hello. D'abord, merci pour tes bons mots, Françoise. Je veux aussi remercier Madame Marceneau-Slaughter et Madame Desroches pour leur témoignage touchant. Nous sommes aujourd'hui au Centre des arts de la culture de Dieppe, la plus grande municipalité francophone à l'extérieur du Québec et la plus grande ville acadienne au monde. De plus, je tiens à souligner la présence de plusieurs membres de la communauté dans la salle. Je suis ravi de vous avoir parmi nous. Merci également à toutes les personnes qui participent en ligne à la conférence. Tout au long de mon mandat, les communautés de langues officielles en situation minoritaire ont été au cœur de mes préoccupations et de mes actions. C'est pourquoi je suis heureux de vous présenter pour une deuxième année consécutive mon rapport sur les enjeux communautaires dont la thématique principale porte sur la mi-parcours du plan d'action pour les langues officielles 2023-2028. Le plan d'action prévoit un financement de 4,1 milliards de dollars. Il s'agit d'un investissement historique dans le bien-être des communautés de langues officielles en situation minoritaire et d'un pas fondamental vers l'accès à des services qui s'apparentent à ceux dont bénéficient les majorités linguistiques. In my opinion, it was essential to do a targeted monitoring to better understand the status of the action plan's implementation at the national and regional levels. My team and I talked with representatives from federal institutions and from the communities during the spring and summer of 2025, which provide us with very valuable insights. I paid particular attention to 6 programs and initiatives in the action plan that touch on various sectors, including education, health, economic vitality in minority communities, Francophone immigration, and federal coordination aimed at linguistic equality. At this stage, although I remain optimistic, my appraisal is mixed. Despite some positive developments, certain recurring problems continue to compromise our communities and their future. As you'll see in my report, I also continue to listen to the concerns of Quebec's English-speaking communities. The current context in the province remains challenging for them, particularly in the fields of health and education. Of course, I also address the issue of accountability. As you know, accountability is essential for the action plan's initiatives to be effective. It also ensures sound financial management and the achievement of objectives. However, organizations often find themselves facing rigid and complex accountability processes that create an unreasonable workload and high operating costs.
À l'heure où le gouvernement se préoccupe de réduire le fardeau administratif imposé à ses partenaires, les différents ministères auraient avantage à uniformiser et alléger leur approche. J'insiste sur le fait que les institutions fédérales doivent faire preuve d'une certaine souplesse, sans porter atteinte à la transparence et à la reddition de comptes des initiatives, surtout lorsqu'elles transigent avec des organismes de petite taille ou ressources limitées. En outre, les délais liés à l'attribution des fonds sont un autre des défis avec lesquels doivent composer les organismes année après année. Plusieurs d'entre eux se retrouvent dans une situation précaire et sont contraints d'adopter des mesures pour pallier les bris de financement. Par exemple, ils doivent repousser certains projets, mettre à pied du personnel ou accuser des déficits financiers. Une certaine rigueur de la part des institutions fédérales sur le plan de la préparation permettrait d'éviter un décalage dans l'attribution des fonds et des bris de financement. Cela permettrait aussi d'assurer une mise en œuvre des programmes et des initiatives dans les délais prévus. De plus, une certaine souplesse en matière de demande administrative répondrait mieux aux besoins des organisations. I must note that several federal institutions have established good relationships with their funding recipients and have demonstrated good faith. I'm also pleased to see that Canadian Heritage is conducting consultations with communities to improve its contribution processes and program structure. Now more than ever, it's time to act, as federal institutions will soon begin to consider the next five-year plan. I hope they take the suggestions in my report on board and commit to taking action. The choices they make today will be decisive for the future and for the vitality of our official language minority communities. It is crucial that the institutions involved, in collaboration with the Minister for Official Languages, demonstrate careful planning and rigor in developing and implementing the next action plan to ensure that it is solid and durable. To achieve this, I encourage them to consult with communities to better identify their needs and make any necessary adjustments to their programs and initiatives. Official language minority communities have needs that are constantly evolving and that vary according to their regional realities. It's essential to take this into account by adapting programs and initiatives over time in order to maximize impact on the ground. Je presse aussi les institutions fédérales d'éviter autant que possible tout bris de financement et d'assurer une transition fluide entre le plan actuel et le suivant afin de favoriser une meilleure prévisibilité et stabilité pour les organismes communautaires. Il est tout aussi crucial de simplifier les exigences administratives pour que les organisations puissent accéder rapidement aux fonds. Somme toute, les décisions en lien avec la mise en œuvre de la seconde moitié du plan d'action 2023-2028 et de son renouvellement en 2028 devront, coûte que coûte, refléter tout ce qui touche de près aux communautés. Il en va de même pour les engagements du gouvernement envers la partie 7 de la loi sur les langues officielles, qui porte sur la progression vers l'égalité de statut et d'usage du français et de l'anglais. In closing, as you know, my mandate is coming to an end. This is most likely the last report I'll publish and the last time I'll have the opportunity to address you as Commissioner of Official Languages. In a way, today's event brings to a close a term marked by the collaboration, passion, and dedication of people like you, who are deeply committed to the development and vitality of our communities. Thank you very much. I would also like to take this opportunity to thank you, members of the media, for contributing through your work to the dialogue on Canada's official languages, which in turn helps to ensure their advancement. Thank you for your attention. I'll be happy to answer questions in the official language of your choice. Merci de votre attention. C'est avec plaisir que je répondrai à vos questions dans la langue officielle de votre choix. Oui. Merci beaucoup, Monsieur le Commissaire. The report is now posted on our website, and I invite you all to take a look at it.
It's now time for questions. So again, this part of the conference is reserved for journalists. We'll start by taking questions from the journalists in the room here in Dieppe, and we will take those online afterwards. Veuillez noter que nous vous invitons à poser une première question et ensuite une question de suivi. Bonjour. Pascal Reichenag de Radio-Canada. Juste une question par rapport, dans votre conclusion, la conclusion de votre rapport, vous invitez, vous exhortez le gouvernement et tout le monde à faire preuve d'une vigilance accrue. Et c'est le terme que vous utilisez. Une vigilance accrue alors que le gouvernement fédéral s'apprête à faire des compressions, à réduire ses dépenses. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que vous craignez? Pourquoi il faut une vigilance accrue? Eh bien, chaque fois qu'on parle de compression budgétaire, trop souvent, certains dossiers font souvent l'objet de ces compressions budgétaires. Et par le passé, les langues officielles ont souvent subi certaines compressions budgétaires. Si je regarde, par exemple, au niveau de l'appareil fédéral, très souvent, on coupait, par exemple, la formation linguistique, on coupait la recherche, on coupait des postes et sans trop savoir l'impact sur la capacité du gouvernement à livrer les services dans les langues officielles. Aussi, ce qui me préoccupe peut-être, c'est que on parle maintenant d'un prochain plan d'action. Est-ce que dans le prochain plan d'action, on va retrouver un financement adéquat pour répondre aux besoins des communautés ou est-ce que le plan d'action va subir des coupures importantes? Donc, c'est important pour les organismes et les organisations qu'on soit vigilants pour s'assurer que les langues officielles ne doivent pas être perçues uniquement, ne sont pas un fardeau administratif. Les langues officielles sont une valeur fondamentale canadienne et c'est de cette façon qu'on doit les percevoir. Qu'est-ce que vous pensez du choix de Kelly Burke pour vous succéder? Puis, est-ce que vous trouvez que le processus est trop long pour désigner cette remplaçante-là? Premièrement, je ne pense pas que je suis en mesure de faire des commentaires sur la nomination de Mme Burke. De toute façon, il y a un processus qui est en place et ça fait depuis au moins un an que le processus est en place. Donc, j'encourage le gouvernement de poursuivre rapidement avec les prochaines étapes. Sarah Seeley, Times and Transcript. Oh, hi. I was wondering if there are areas that aren't mentioned in this current report that you think should be included in the next one. Can you please repeat your question? I was wondering if there are any areas that are not included in this current report, like topics or subjects that should be included in the next report. I think the next there are many topics that aren't treated in this report. For example, we did not talk a lot about the continuum in education, which is a key part for the development of all communities. This particular report, we focused on 6 different themes. However, 6 themes does not comprise the totality of what's happening in minority language communities. So I would hope that in the next action plan, that we would broaden the action plan based also on consultations with the communities. It's not up to me to say what should be part of that action plan. I think it should be developed in partnership with the communities. And I was wondering if you think that early childhood should also be a larger part going forward. Well, early childhood education is the first piece of the education continuum. And over the years, we've clearly demonstrated its importance in making sure that children are prepared to enter primary school. And the way we do that is having quality early language education programs. And also it is a key time where we can engage parents in Francophone communities. Donc, merci beaucoup tout le monde. Je cède maintenant la parole à ma collègue Isabelle Brisebois pour les questions en ligne. Hello, bonjour. Donc, pour la portion en ligne, on va prendre les questions dans l'ordre dans lequel elles apparaissent dans la conversation. If you have any problems with your microphone or something else, please write your question in the chat. Petit rappel, nous vous invitons à poser une première question et ensuite une question de suivi, si besoin est. Alors maintenant, on va commencer avec Inès Lombardo de Franco-Presse.
Oui, bonjour, Monsieur Théberge. Est-ce que vous pouvez m'entendre? I think, Ah, est-ce que vous just a m'entendez? second, on attend. Alors, voici Inès. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Bonjour. Yes, oui. Euh, ok, je peux y aller avec mes questions. J'ai l'impression que Oui. Monsieur Théberge m'entend pas. Ok, parfait. Donc ma première question pour Monsieur Théberge, c'est que le gouvernement n'a pas encore indiqué combien de places seraient réservées aux étudiants étrangers francophones. Et Monsieur Théberge, dans votre rapport, vous ne mentionnez pas les étudiants étrangers, au niveau de l'immigration francophone. Et les institutions postsecondaires sont pour l'instant maintenues dans le flou. Donc, je voulais savoir qu'est-ce qu'il faut en conclure exactement. Et j'ai la dernière partie de la question, c'était Inès, est-ce que vous pouvez répéter la première partie de votre question, s'il vous plaît, ou l'entièreté, parce qu'on n'a pas bien entendu ici. Oui, Merci. oui, certainement. Est-ce que vous m'entendez mieux là? Oui. Ok. Donc, la première partie de la question, c'est que je demandais simplement que dans votre rapport, vous mentionnez pas les étudiants étrangers francophones. Et pour l'instant, les institutions postsecondaires sont dans le flou. Donc, je voulais savoir que faut-il en conclure pour les mois, les années à venir? non, on ne mentionne pas spécifiquement la question des permis pour les étudiants internationaux. On parle par contre de l'importance de l'immigration et aussi des cibles qui sont identifiées par le gouvernement. Et on mentionne par exemple que les cibles sont pas nécessairement très, très ambitieux étant donné les défis en termes du poids démographique au niveau de notre communauté. Je suis très conscient de la question des permis internationaux pour les États internationaux, mais on a traité de ça par le biais d'autres moyens. Et je pense que lorsqu'on parle d'une politique en immigration qui est maintenant en place, qui a été mise en place par l'IRCC, on est rendu au point où on doit faire l'évaluation de la mise en œuvre de cette nouvelle politique en immigration qui répond en passant à une exigence qu'on retrouve dans la partie 7 de la loi. Donc, c'est clair que le fait qu'on a réduit le nombre de permis pour les internationaux a eu un impact sur les collèges et les universités francophones au pays. Donc, c'est au gouvernement maintenant, IRCC, de trouver une façon, suite à une enquête qu'on a faite, de consulter avec les institutions pour s'assurer qu'on mette en place les moyens nécessaires pour justement rétablir le nombre de permis internationaux. Ok, merci. Puis je vais y aller avec ma deuxième question sur un autre sujet. Euh, Dans votre rapport, vous avez mentionné votre inquiétude pour l'éducation francophone, au même titre que Madame Desroches juste avant vous. Que faudrait-il que le prochain règlement sur la partie 7 contienne absolument pour éviter l'absence de reddition de comptes, l'absence de transparence et pour éviter que la gestion financière courante des conseils scolaires francophones ne termine devant la justice? Important, c'est ce qu'on attend présentement, c'est le règlement sur la mise en œuvre de la partie 7 de la loi. La partie 7 de la loi énonce des engagements de la part du gouvernement fédéral en matière de promotion et protection du français, d'une part. D'autre part, on fait des engagements explicites envers le continuum en éducation, c'est-à-dire de la petite enfance jusqu'au postsecondaire. On mentionne aussi la nécessité pour Statistique Canada de faire une enquête pour essayer de dénombrer le nombre d'ayants droit à travers le pays. Et l'exemple de l'île du Prince-Édouard n'est pas unique. Dans plusieurs provinces, on attire seulement un certain nombre d'ayants droit dans nos écoles pour toutes sortes de raisons. Une raison importante, c'est le manque d'écoles. Mais aussi, c'est le fait qu'on doit bien dénombrer le nombre d'ayants droit dans chacune de nos communautés. Donc, dans le règlement on attend sous peu, qu'on attend depuis longtemps, j'aimerais voir jusqu'à quel point on va établir une démarche à suivre pour justement assurer qu'on va bien respecter les engagements qui se trouvent dans la partie 7. Est-ce que ça répond à vos questions? Oui, merci beaucoup. Merci, Monsieur Théberge. À bientôt. Merci. Je cède maintenant la parole à Pascal Vachon au NFR. Oui, bon. Bonjour, Monsieur Théberge. Je vais sortir l'ancien éducateur en vous.
sur le bilan que vous faites aujourd'hui dans ce rapport-là, quelle note que vous donneriez aux institutions fédérales par rapport au respect de leurs obligations en langue officielle? Ouais, disons B. Euh, ce que je pourrais dire, c'est que ce qu'on constate dans le rapport, c'est que il y a eu certains progrès. Mais comme ce qui est typiquement le cas lorsqu'on parle des langues officielles, euh, on a beaucoup de chemin à faire encore pour arriver à l'égalité réelle. Et est-ce qu'on a les ressources nécessaires pour le faire? Est-ce qu'on a en place les programmes pour le faire? Je pense qu'on doit encore déployer plus d'efforts. Puis quand je dis on, là, je parle des gouvernements, je parle des communautés qu'on doit travailler ensemble pour justement essayer d'atteindre cette égalité réelle. Euh, on n'atteindra jamais, je pense, c'est un moment où tout va être extraordinaire, mais on doit continuer à travailler. Donc, mon espoir, c'est que dans le prochain plan, on va peut-être essayer d'avoir une meilleure note. Merci. Puis en sous-question, je veux revenir sur Madame Burke, mais plus, est-ce que j'ai comme l'impression en entendant la conférence aujourd'hui que c'est pas mal certain que vous allez partir en janvier. Est-ce que vous avez eu des assurances du gouvernement fédéral que votre mandat va se terminer la fin janvier, là? Dans le fond, êtes-vous prêt à aller en vacances direct en février ou vous attendez un peu, là? Moi, je vais être très clair, là. Moi, je prends ma retraite le 29, OK? Les papiers sont signés. Donc, Merci. Merci. Merci, Monsieur Vachon. Maintenant, on va prendre une question de Lise Denis, Le Droit. Oui, bonjour. Vous avez parlé du fardeau que ne doivent pas être les langues officielles dans la fonction publique fédérale. Dans le budget, en novembre, on indiquait que l'intelligence artificielle pourrait être utilisée pour la prestation de services. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète également? artificielle, on en parle beaucoup. Ça représente des opportunités dans certains domaines. Mais j'ai quand même certaines préoccupations par rapport à d'autres éléments. Euh, on compte beaucoup, on en parle beaucoup au sein de l'appareil fédéral qu'on va réduire les coûts administratifs en utilisant l'intelligence artificielle. C'est pas clair pour moi qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour l'instant. Je sais, par exemple, que le Bureau de traduction a développé des outils extraordinaires en termes de traduction. Donc, en autant que la traduction ne devienne pas la seule façon de répondre aux exigences linguistiques, je pense que c'est important. Mais concrètement, j'ai l'impression que lorsqu'on utilise l'intelligence artificielle, c'est pas nécessairement, à mon avis, la meilleure façon de traiter avec nos communautés. De fait, la plupart des outils qui sont développés pour l'IA viennent de corpus anglophones, de l'Internet, c'est en anglais. Donc, déjà, c'est biaisé. Les outils sont biaisés. Si vous posez une question à ChatGPT sur quels sont les plus grands auteurs canadiens, c'est pas mal une seule liste qui va sortir. Donc, je pense que c'est important de s'assurer que ces systèmes-là ne sont pas très, très biaisés. Il y a des erreurs qui peuvent se glisser dedans. Et je pense que lorsqu'on a besoin des humains pour s'assurer que de la précision des faits, etc. Mais on n'a rien vu encore concrètement, sauf peut-être le projet pilote en traduction. Qu'est-ce qu'on va faire au jour le jour avec l'IA? Merci. Et puis, en comité sur les langues officielles, on a appris que M. Carney n'avait pas de professeur de français depuis le 2 septembre dernier. Est-ce que vous trouvez ça normal? Disponible à compter du 1er février. C'est difficile pour moi de commenter là-dessus, mais j'ai l'impression qu'il y a des professeurs de français qui sont disponibles. Merci, Madame Denis. Je vais maintenant prendre une question, Monsieur Théberge, qui est dans la conversation. C'est au nom de Tachi Farmilo du Elmer Bulletin, du bulletin d'Elmer. Quel est votre commentaire sur le soutien aux journalistes locaux dans les communautés en situation minoritaire linguistique? Eh bien, les médias locaux jouent un rôle crucial pour nos communautés. Et puis,
Très souvent, c'est eux qui sont le plus près des communautés, c'est eux qui sont en mesure de bien articuler quels sont les besoins des communautés. Aussi, c'est une place d'échange entre les membres d'une communauté. Parce que très souvent, lorsqu'on arrive à un niveau national, etc., la voix des communautés est perdue. Donc, c'est important que les communautés aient une voix et très souvent, ce sont les médias locaux. Question de suivi. Quel est votre commentaire concernant les communautés de langue officielles en situation minoritaire dans les régions frontalières du Québec? Dans les régions frontalières, Oui, du Québec. eh bien, je dirais que pour ce qui est des régions frontalières, eux ont souvent des défis au niveau d'accès aux services en santé et en éducation dans leur langue officielle de leur choix. Et que le gouvernement fédéral, par contre, cette année, dans le plan d'action, a quand même ciblé des fonds pour les communautés de langue anglaise au Québec. Merci beaucoup. Je cède maintenant la parole à Jonathan Sima de La Liberté. Oui, bonjour Monsieur Théberge. Vous parlez aussi dans le rapport vous mettez de l'avant l'information transmise par IRCC et ses partenaires dans les missions à l'étranger qui ne reflètent pas toujours apparemment ce qu'on peut vivre dans nos réalités du quotidien. C'est aussi des témoignages qu'on a eus, nous, dans notre journal régulièrement avec les nouveaux arrivants. Qu'est-ce qu'on peut faire ici pour améliorer cet enjeu et cette situation? Parce que IRCC fait de la promotion du Canada auprès de communautés francophones internationales, qu'on soit très clair en termes de quelles sont les réalités sur le terrain ici au Canada dans nos communautés minoritaires. Il y a énormément de défis au niveau de l'employabilité, beaucoup de défis en termes d'être en mesure de travailler en français dans certaines de nos communautés. Et trop souvent, on crée l'impression qu'on peut quitter, je ne sais pas quel pays, aboutir dans la liberté à Saint-Boniface, et puis tout de suite commencer à travailler en français. Je pense que c'est important que IRCC soit très clair dans les messages qu'on donne aux futurs immigrants et immigrantes au Canada. Oui, j'ai une dernière question de suivi. Vous avez peut-être vu récemment que la province du Manitoba voulait aller de l'avant avec devenir membre observateur de l'Organisation internationale de la francophonie. Ça a été dit dans le discours du trône il y a encore quelques jours. Quelle est votre réaction et à quel point ça peut changer les choses pour le Manitoba d'avoir cette place-là? Eh bien, l'initiative du gouvernement manitobain de faire du Manitoba une province véritablement bilingue, bien sûr, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et je pense que vouloir faire partie de l'OIF, c'est une étape dans ce processus. Aussi, c'est de s'assurer que le Manitoba prenne sa place dans la francophonie internationale. Je pense que c'est bien vu. Merci. Il nous reste encore quelques minutes. So if someone would like to ask another question, it's now time. Lise Denis, le droit? Oui, donc on a un peu déjà parlé de Madame Burke, mais on sait qu'elle a quand même quitté ses fonctions provinciales au service en français dans un flou qui n'a pas été éclairci depuis. Est-ce que vous la connaissez personnellement? Est-ce que c'est une bonne personne pour reprendre ses fonctions? Le seul commentaire que je vais faire, c'est que oui, par le passé, nous avons travaillé ensemble au niveau de l'Association internationale des commissaires de langue et aussi il existait un protocole d'entente entre le commissariat des services en langue française de l'Ontario et de notre commissariat. Mais à part de ça, j'ai pas grand-chose à ajouter. Merci. Merci, Monsieur Théberge. Pascal Vachon, NRF. Ouais, je veux revenir sur M. Carney. Tu sais, ça a été documenté par son équipe qu'il a pris 11 heures de cours en 6 mois, pas de prof de français depuis 2 mois. Avec ces informations-là en tête, selon vous, est-ce que M. Carney démontre un engagement suffisant envers le français depuis son arrivée au pouvoir, à votre avis?
Je vais limiter mes commentaires là-dessus parce qu'il y a une enquête qui se poursuit par rapport à l'usage du français de la part du premier ministre. Donc, je pense que je vais être très avare de commentaires par rapport à ça. Merci, Monsieur Théberge. C'est terminé pour la portion en ligne. Alors, Françoise, à toi la parole. Oups. Oui. Donc, c'est ce qui met fin à la portion conférence de presse. Si vous avez d'autres questions, veuillez communiquer avec l'équipe responsable des communications, avec les médias, les relations médias. Donc, c'est l'adresse courriel média, sans accent, @clo-ocol.gc.ca. So, thanks to everyone who joined us today. Merci beaucoup d'avoir été présent. We hope you enjoy reading the report and that it will shed light on the issues that affect our communities and the solutions that can help ensure their vitality. Donc, les gens dans la salle, on vous invite à rester. On a du café, des viennoiseries pour aussi échanger avec le commissaire si vous voulez. Donc, merci encore beaucoup. Thank you very much.